tous les vignerons avaient un pressoir déjà. Alors, on faisait, souvent, on arrivait à faire le vin. Nous, on avait des tonneaux. Mon père avait beaucoup de tonneaux, hein. Puis tous les vignerons, c'était comme ça. Hein. Parce qu'on n'en vendait qu'une petite partie aux négociants. Ce qu'ils voulaient prendre, hein. À ce moment-là, c'était pas en contrat, mais on vendait ce qu'ils voulaient nous acheter, quoi. Mais le reste, voulait le faire sans vin. Ils faisaient même des abattements sur le prix, c'est-à-dire que eux, c'était. Alors, on peut dire qu'ils nous dominaient par le fait. Et c'est là qu'il y a venu l'esprit de dire on va faire se grouper, quoi. On va faire une coopérative et on sera plus fort. Et donc, c'était vrai, c'était la réalité. Puis ça a été vraiment un ménage en Champagne, puisque beaucoup de coopératives se sont faites dans ces moments-là, quoi. Ça a permis à beaucoup de vignerons à se lancer dans la champagnisation. Qu'avant, comme tu le disais tout à l'heure si bien, quand c'était au début chez Bertrand, tout ça, et on vendait, presque tout le monde vendait au kilo. Il y avait un ou deux manipulants dans le pays. Le champagne est un vin inimitable, exclusivement issu du terroir de la Champagne viticole, délimité de façon très précise par l'Institut national des appellations d'origine contrôlée. Le vignoble champenois s'étend sur plus de 30 000 hectares. Il est extrêmement morcelé, 260 000 parcelles environ, et réparti de façon très inégale entre 5 départements, la Seine-et-Marne, la Haute-Marne, l'Aisne, l'Aube et enfin la Marne. La nature très particulière du sol crayeux et le microclimat champenois sont les éléments clés de la qualité unique du vin le plus prestigieux du monde. En Champagne, seuls 3 cépages sont autorisés, le chardonnay, le pinot noir et le pinot meunier. Les vignes en Champagne sont entretenues comme des jardins. Entre la taille et la vendange, les travaux de la vigne obéissent à un rituel immuable et sont encore très majoritairement effectués à la main. La durée d'un cep de vigne est d'environ 30 ans. La plantation s'effectue en général vers la fin de l'hiver. Une fois les ceps de vigne arrachés, il faut laisser reposer le sol, au besoin le désinfecter et l'amender avant la plantation. La première récolte significative s'effectue à la 4e ou 5e feuille, autrement dit 4 ou 5 ans après la plantation. Dès le mois de novembre et durant tout l'hiver, le viticulteur champenois nourrit ses vignes avec un soin tout particulier. La fumure nécessaire peut être apportée par des engrais ou bien encore des écorces. Savamment dosée, la fumure est un juste équilibre entre les besoins de la plante et la récolte escomptée. Une vigne abandonnée à elle-même acquiert un grand développement, produit beaucoup de bois, mais donne des raisins peu nombreux, petits et de maturité irrégulière. Il faut donc la discipliner, la tailler, autrement dit en couper judicieusement les sarments pour qu'elle fournisse des fruits en quantité suffisante avec un bon équilibre sucre-acidité, facteur de qualité du vin à venir. Cette opération, appelée la taille, débute dès le mois de novembre et s'achève généralement vers le mois de mars. Il existe en Champagne 4 systèmes de taille très réglementés qui s'appliquent selon la nature des terrains. Au fur et à mesure que la taille se poursuit, le vignoble change de physionomie, la belle ordonnance des vignes taillées remplaçant petit à petit les rangs hirsutes des longs sarments de novembre. La taille achevée, les sarments conservés sont attachés au cep ou au fil de fer à l'aide d'une ficelle. C'est la lyrie. Elle est menée de février à avril. Au printemps, les premiers bourgeons apparaissent. C'est l'époque dite du débourrement. Afin d'éviter le gaspillage de la sève et d'obtenir une meilleure aération de la végétation, les jeunes pousses superflues sont supprimées. Les frêles tiges vertes se couvrent peu à peu de petites feuilles. Des grappes minuscules apparaissent alors. À la fin du mois de juin, c'est le temps de la fleur. Tout le vignoble est alors attentif aux conditions météorologiques qui, durant ces quelques jours, sont décisives. Un temps pluvieux ou brumeux,
ou encore un coup de froid peut interrompre le processus de la fleur et ruiner du même coup les espoirs d'une belle récolte. C'est à partir de cette même période, fin juin, que débute le palissage. On remonte les fils en position haute sur les piquets, puis les brins sont relevés et passés dans ces fils. L'objectif est d'exposer au soleil une surface maximale de feuillage pour optimiser la photosynthèse. Étape ultime avant les vendanges, le rognage. Effectué manuellement ou au tracteur, il s'agit de couper les extrémités des brins. Cela permet de supprimer le bourgeon terminal et de faire bénéficier ainsi les grappes d'un apport plus important de sève, tout en leur donnant un meilleur ensoleillement. Cette opération sera effectuée à plusieurs reprises tout au long de l'été. Pendant de longs mois, le vigneron a cultivé et protégé sa vigne. Il lui faut maintenant préparer et récolter sa vendange, récompense de ses efforts. Elle constitue l'événement de l'année. Un grand vin ne peut naître que de raisins cultivés avec soin. C'est pourquoi, en Champagne, la récolte est manuelle. Dans les vignes, les hordons s'activent. Les cueilleurs coupent avec des sécateurs les grappes de raisin qu'ils déposent délicatement dans de petits paniers. Des garçons robustes, appelés porteurs ou débardeurs, déversent les raisins de ces petits paniers dans de grandes caisses, portant souvent le nom du propriétaire. Au fur et à mesure que les raisins sont cueillis, ils sont acheminés vers les vendangeoires des négociants, les celliers des coopératives ou des vignerons. Une fois la pesée achevée, ils sont versés dans les pressoirs pour y être écrasés. « 4000 kg de raisin forment un marc. Le pressurage est essentiel dans le processus d'élaboration du champagne. C'est pourquoi une réglementation complexe et très stricte encadre cette opération qui doit se faire en douceur pour extraire des jus clairs de raisin issus aux 2/3 d'encépagement de raisin noir. Les vendanges terminées, il est temps de s'occuper du vin. On se trouve dans une des cuveries de la coopérative L'Avenir de Reuil. Avant d'arriver là, le jus de raisin qui sort du pressoir passe déjà dans une première cuverie, la cuverie de débourbage. C'est une cuverie qui permet de clarifier une première fois le jus de raisin, qui ensuite est envoyé en cuverie de fermentation où par une maîtrise des températures et un levurage, on transforme le sucre en alcool. Il faut ensuite procéder au soutirage. Il s'agit de séparer le vin de ses lies afin d'obtenir un vin clair. Avant la mise en bouteille, le chef de cave ou le vigneron procède aux assemblages. Cette étape, ô combien importante dans l'élaboration du champagne, consiste à marier harmonieusement les vins des différents cépages, terroirs et années de récolte pour obtenir la cuvée. Je les trouve toutes les trois déjà bien typées meuniers. Au niveau de la couleur, c'est encore des vins qui ne sont pas dépouillés complètement, ils sont encore un petit peu troubles, mais ça n'a pas d'importance. Il y a une belle couleur, il n'y a pas de... Ce sont des vins qui ne sont pas tachés du tout. Par contre, ça a une bonne fraîcheur, c'est fin, c'est excellent. Le 30, il a une bonne acidité, il est frais, mais il est court en bouche, il reste pas. Le 30, moi je suis assez d'accord avec vous. À mon avis, il est un petit peu moins bien que les deux. Il ressort quand même de l'ensemble. Mais ils sont tous les trois très équilibrés. Le 32 ressortent quand même du lot, quoi. Enfin, la conclusion, c'est qu'avec trois vins qui sont de qualité et vraiment près de l'un de l'autre, on a trois vins différents. Bon, c'est bien, je pense qu'on est assez d'accord sur l'ensemble. 70% de meunier, dont 30% de vin de réserve. On a aussi 25% de pinot noir et 5% de chardonnay. Mais je crois que moi, cette année, ça vaudrait le coup de laisser ce deuxième assemblage-là, parce que ce sont des vins qui,
qu'on va pouvoir laisser. C'est quand même une année à pouvoir garder laisser vieillir, ça serait dommage de faire quelque chose de trop à se dépêcher de vendre tout de suite. La cuvée est ensuite mise en bouteille au cours du tirage. Les bouteilles seront ensuite descendues en cave pour plusieurs années et entrées horizontalement dans les profondeurs de la craie champenoise. À la température fraîche et constante de 10-12 degrés, la deuxième fermentation peut commencer. En libérant du gaz carbonique, elle favorise la prise de mousse et apporte 6 kg de pression dans la bouteille. Au terme de ce processus, le vin est donc devenu champagne. Le dépôt formé au cours de la fermentation est désormais visible. Pour s'en débarrasser, les bouteilles sont placées sur des pupitres ou des gyropalettes et remuées quotidiennement afin de faire descendre le dépôt vers la capsule. Une fois le remuage terminé, les bouteilles sont prêtes pour le dégorgement. Toujours le cul tourné, l'extrémité du col est plongée dans une solution réfrigérante. Emprisonné dans la glace, le dépôt est immobilisé et sera expulsé lors de l'ouverture de la bouteille. Il ne reste plus qu'à doser le champagne avec la liqueur d'expédition. Composée de vieux champagne et de sucre de canne en proportions différentes, elle définira le type de champagne souhaité, brut, demi-sec. Après cette opération appelée dosage, la bouteille sera fermée par un bouchon de liège d'une qualité exceptionnelle, coiffé d'un solide muselet de fil de fer torsadé. Après un nouveau séjour en cave, qui donnera une parfaite homogénéité à son contenu, la bouteille est habillée d'une collerette, d'une capsule cachant le bouchon et le muselet, et d'une étiquette portant les mentions obligatoires édictées par la réglementation. Conditionné dans des caisses en carton ou en bois, le vin est alors prêt à être expédié dans le monde entier pour y être dégusté. Certaines années, plus de 300 millions de bouteilles ont été vendues à travers le monde. Le champagne peut être présenté dans des flacons de différentes contenances. La demi, 37,5 centilitres, la bouteille, 75 centilitres, le magnum, 150 centilitres, le Jéroboam, 300 centilitres, soit 4 bouteilles, le Mathusalem, 600 centilitres, soit 8 bouteilles, ou le Nabucodonosor, 1500 centilitres, soit 20 bouteilles. Le champagne se boit frais, autour de 6-8 degrés, de façon à laisser s'exhaler le goût du vin. La mise en température s'effectue lentement et de préférence dans un seau à glace. Le refroidissement express, au freezer ou au congélateur, est fortement déconseillé. Les flûtes ou les verres en forme de tulipe, en cristal fin de préférence, sont les formes qui conviennent le mieux pour mettre en valeur le contenu et éviter aux arômes de se disperser trop rapidement. On peut faire un repas au champagne, du début à la fin. À l'apéritif, c'est sans doute la place privilégiée pour apprécier le mieux ce nectar, quand nos papilles sont encore réceptives à toutes ses finesses. Pendant le repas, un brut s'accordera parfaitement avec hors d'œuvre, fruits de mer, entrée froide ou poisson. Les viandes rouges, le foie gras ou le homard grillé nécessiteront un cru millésimé. Au dessert, un demi-sec ou un rosé clôturera le festin. Bonne dégustation.